Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci d'un livre qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy. Alors, il s'agit d'un livre plutôt intéressant. Alors, Darren Hardy, c'est quelqu'un qui a réussi très tôt, hein, vraiment très tôt. Dans la vie, il avait pour mentor Brian Tracy et notamment Jim Rohn, hein, entre autres. Hein. Donc ça, c'est des personnes, j'ai aussi parlé dans la chaîne de leurs livres, ou du moins de certains de leurs livres, hein, pas tout. Mais en tout cas, j'en ai aussi parlé. Donc on va parler de ce livre-là. Mais avant tout, je vous conseille d'abord, avant de regarder la vidéo jusqu'au bout, de regarder la vidéo que je vous donne en description qui vous permettra d'obtenir les bases d'une mémoire photographique. Car il faut savoir en fait que la mémoire photographique, ça s'apprend. Il n'y a pas vraiment, en fait, c'est pas vraiment une mémoire photographique, c'est autre chose. Donc si vous voulez découvrir qu'est-ce que c'est, il va falloir suivre la vidéo. Et en la suivant, ça va vous aider en fait de mieux retenir ce que vous regardez ou même ce que vous lisez. C'est pour ça que je vous conseille de regarder d'abord cette vidéo sur la mémoire photographique si vous ne l'avez pas encore vue avant de continuer celle-ci. Bon, sinon, c'est parti pour ceux qui ont déjà inscrit, qui ont déjà vu la vidéo sur la mémoire, qui savent un peu des bases, comment on peut mieux mémoriser les choses. Alors, Darren Hardy. Alors, je vais vous parler des notes hein, concernant ce livre que j'ai noté. Et on verra si ça vous aide dans votre décision à l'acheter ou pas. Je crois qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos sous les livres uniquement pour savoir si ça vaut la peine de l'acheter ou pas. Il y en a qui hésitent. Ouais, bon, c'est compréhensible, hein, tout à fait compréhensible. En tout cas, je vais parler de ça. Alors, Darren Hardy, c'est aussi le gars qui s'occupe du magazine Success, hein, magazine où il y a plusieurs grandes personnes qui ont participé. Ça fait déjà d'ailleurs beaucoup de temps, parce qu'il y avait même Napoleon Hill qui était dedans, dans cette histoire de Success, donc c'est assez ancien. C'est pas un magazine qui existe depuis récemment, c'est quand même vieux. Donc voilà. La première note que j'ai mis, c'est « On récolte ce que l'on sème, on obtient de la vie que ce que l'on veut bien y mettre. Si vous voulez être aimé, aimez les autres. Si vous voulez réussir, aidez les autres à réussir. Apprenez à maîtriser la science de la réussite et vous réussirez. » Donc ça, c'est un peu un point de base. Hein. Si vous voulez de l'argent, donnez de l'argent. Alors je l'ai quand même noté, mais après c'est sûr que vous n'obtiendrez rien sans effort. Hein. Vous avez besoin d'un minimum d'effort et en fait, voilà ce que vous voulez, c'est un truc de base. Il faut d'abord le donner vous en premier pour pouvoir l'avoir en retour. Bien sûr, toujours songez à le faire intelligemment et non de travailler dur. Hein. Travailler dur, c'est pas la bonne solution. Enfin, du moins, travailler dur, c'est bien pour accélérer et pour aller beaucoup plus vite. Par contre, c'est pas ça qui fera marcher votre projet X ou Y ou ce que vous voulez. C'est quand même fonctionner intelligemment, comme John Assaraf il disait. Enfin, il dit, hein, John Assaraf, il dit, j'aime bien John Assaraf aussi. Ça m'arrive d'ailleurs de le regarder. En original, en anglais, et c'est très intéressant par moments certains des points qu'il dit. Bon. Point suivant, selon Darren, les petites décisions prises au quotidien mènent soit là où vous voulez aller, soit tout droit au désastre. En fait, chaque décision, aussi minime soit-elle, donne forme à votre vie. Le moindre écart de direction, et c'est toute la trajectoire qui change. Ce qui semble être une décision infime et sans conséquence peut se transformer en une erreur de calcul monumentale. Donc là, il met un point qui est tout à fait juste. Chaque en fait décision que vous preniez, comme il a dit, c'est très important. Ça peut vous faire dériver de très loin. Hein. On peut prendre l'exemple de l'avion. Quand vous avez un avion qui doit aller d'un point A à un point B, et si celui-là il dérive d'un tout petit peu, il va aller complètement ailleurs de là où il devait aller. Par exemple, votre avion, il part de la France, il doit aller, je sais pas, à New York. Et s'il dérive un petit peu, au lieu de se retrouver à New York, il va se trouver par exemple au Mexique. Hein. Et c'est juste à cause d'une petite direction de décalage, un petit décalage. Et ça, c'est ce qui met en avant que chaque décision que vous preniez, ça peut vous mener très loin dans un mauvais sens ou dans l'autre sens, très loin là où vous voulez. Donc il faut faire attention aux décisions qu'on prend. Allez, je vais faire la suite. Faut que je reste un petit peu concentré. Hein. Alors, point suivant, si ton concurrent est plus intelligent, plus doué ou plus expérimenté, il te faudra travailler 3 ou 4 fois plus dur, mais tu peux le battre. Peu importe le challenge, il m'a appris à redoubler d'efforts là où j'avais des faiblesses. Tu es mauvais au lancer de balles?
Fais-en 1000 par jour pendant un mois. Tu n'arrives pas à dribbler de la main gauche? Attache-toi la main droite dans le dos et dribble 3 heures par jour. Tu as de mauvaises notes en maths? Accroche-toi. Suis des cours du soir et fais des exercices tout l'été jusqu'à ce que ça rentre. Donc, ça, c'est un truc que la plupart des gens ne feront pas. Et pourtant, si vous voulez y arriver, ouais, si vous avez un domaine, vous êtes nul. Au lieu de dire vous êtes nul dans ce domaine, c'est pas possible. Il va falloir faire l'inverse. Il va falloir déjà comprendre que oui, c'est possible, mais par contre, vous allez devoir travailler effectivement beaucoup plus. Si c'est un domaine où vous êtes faible, vous avez forcément besoin de beaucoup plus travailler qu'un domaine où vous êtes fort. Mais ça ne veut pas dire que le domaine où vous êtes faible, vous ne pouvez pas devenir fort dans celui-ci par la suite. Hein. C'est tout à fait possible. Par contre, ça retire effectivement beaucoup de travail. Donc c'est ce qui met en avant et ça reste juste à ce niveau-là. Vous serez obligé de travailler dur si vous voulez atteindre cet objectif. Hein. Mais c'est pas forcément nécessaire, ça dépend en fait de ce que vous voulez atteindre. Hein. C'est sûr que quand vous avez un concurrent qui est très en avant sur vous, il va falloir aller beaucoup plus vite que lui, hein. C'est assez logique, mais dans certains cas les gars il le fait déjà, donc c'est pas possible de le battre, hein. Ça c'est quand même un truc à analyser quand vous faites quelque chose au niveau des concurrents. Analysez d'abord vos concurrents, vérifiez s'il est facile à battre ou pas, c'est plus rapide. Vous allez gagner beaucoup de temps. Si votre but c'est juste de gagner de l'argent, c'est plus facile. Prenez pas le chou à essayer de travailler dur. À moins que c'est vraiment le truc que vous voulez vraiment faire dans la vie, qui vous passionne à fond. Vous voulez vraiment y arriver. Bon, c'est quand même limite. C'est plus facile de trouver là où il y a moins de concurrents que de travailler dur. Mais c'est un point quand même à noter. Point suivant que j'ai noté. Il savait que les clés du succès étaient le travail, la discipline et les bonnes habitudes. Alors, pourquoi j'ai noté ça? C'était qui savait? Je ne sais plus par cœur. Il savait que les clés du succès étaient le travail, la discipline et les bonnes habitudes. Il est intéressant de constater que la richesse a tendance à sauter une génération. La surabondance donne souvent naissance à l'apathie, menant elle-même à un style de vie sédentaire. Les enfants de familles aisées y sont particulièrement sujets, n'ayant pas eux-mêmes eu besoin de la discipline et la force de caractère nécessaires à créer ce confort. Ils n'attribuent pas la même valeur à la richesse et ne comprennent pas ce qu'il faut faire pour la conserver. Cette mentalité de tout m'est dû est fréquente chez les enfants des familles royales, des acteurs et des cadres dirigeants, ainsi que dans la moindre mesure chez tous les enfants et les adultes. Bon. Là, il y a un point en avant, c'est effectivement ceux-là qui ont toujours qui ont eu donc la cuillère en argent dans la bouche. Ils n'ont pas l'habitude du tout du fait qu'il faut travailler dur pour y arriver. Par contre, ils ont leur croyance. Ils ont cet avantage de l'autre côté et leur croyance que les trucs qui sont possibles. Alors que les gens comme moi à l'origine qui sont nés d'une famille pauvre, on ne croit pas forcément au départ qu'il est possible en fait d'avoir largement plus. Mais eux ils l'ont. Par contre on comprend très bien que quand on gagne quelque chose c'est précieux. Ceux qui ne le voient pas, que quelqu'un de riche ne verra pas. Quelqu'un qui a hérité quelque chose, qui est d'une famille riche, et ben le truc c'est il ne comprend pas la valeur des choses, donc forcément la discipline ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Le travail et la discipline. Le point suivant, le succès véritable et durable requiert du travail, beaucoup de travail. Donc lui, il a mis en avant, voilà, ça requiert énormément de travail pour le succès qui reste durable. C'est vrai que si maintenant vous avez un succès dans un domaine, il y a un point qu'il va falloir noter. S'il y a un domaine, vous rentrez dedans et il y a du succès, il y aura forcément des concurrents qui vont venir. Donc s'il n'y a pas de travail dur derrière, ils vont vous rattraper et vous dépasser. Bon, bien sûr, le truc pour rester dessus sans que vous êtes vous-même obligé de travailler dur, c'est en fait de déléguer. Hein. Là, quand on met souvent le travail dur, il faut aussi voir comme ça que, en fait, vous pouvez le déléguer, ce travail. À partir du moment où vous avez le succès, laissez les autres travailler pour vous et personne ne pourra, en fait, vous rattraper, quoi. Surtout quand vous êtes plusieurs à travailler dessus, c'est pas possible pour une personne qui débute de vous rattraper, quoi. Alors là, je passe... ça, c'est le chapitre 2. Alors, nos choix peuvent être nos plus grands alliés ou à l'inverse, nos ennemis les plus redoutables. Ils peuvent soit nous rapprocher des objectifs que nous sommes fixés, soit nous propulser vers une dimension lointaine, très lointaine. Réfléchissez un instant. Chaque aspect de votre vie doit son existence à un choix que vous avez fait. Chaque résultat trouve sa racine dans l'un de ces choix. Chaque choix suscite un comportement qui, au fil du temps, se transforme en habitude. Faites un choix mal avisé et vous pourriez bien vous retrouver au point de départ contraint de prendre de nouvelles décisions plus difficiles encore. Inversement, ne choisissez rien et acceptez alors de subir partiellement la suite des événements. Bref, faites vos choix et vos choix seront qui
feront qui vous êtes. Donc effectivement, chaque choix qu'on fait va nous ramener à une situation. Si on n'en fait pas, ça nous ramène à une autre situation. Bien sûr, quand on ne fait pas de choix, en général, c'est pas bon. Alors, il faut toujours faire un choix et les bons choix. Et généralement, il faut aussi le faire rapidement quand vous dépendez d'autrui. Il faut que ce soit assez rapide. Donc, c'est pas forcément le truc qui est ça, mais un mauvais choix, comme dit, ça va vous dériver complètement dans une autre direction. Et c'est pour ça que je l'ai tellement noté. Parce que je sais que si je prends une mauvaise décision, ça va m'amener totalement autre part de là où je voulais. Ah, donc ça va sûrement aussi arriver, ça fait un bout de temps que vous essayez l'entrepreneuriat ou un autre domaine, vous avez remarqué, forcément se fait. Et c'est donc un point que j'ai trouvé très intéressant à me remettre en avant, me rappeler les choses. Hein. La plus grande difficulté qui s'impose à vous n'est pas ce que vous fassiez jusqu'à présent les mauvais choix. Intentionnellement, ce serait trop simple à corriger. Non, la plus grande difficulté est qu'à l'image d'un somnambule, vous faisiez jusqu'à présent ces choix sans y penser. Une fois sur deux, vous n'en étiez pas conscient. Nos choix sont souvent déterminés par une culture et la façon dont nous avons été élevés. Ils ne sont pas facilement intimement mêlés à nos habitudes et à nos comportements quotidiens que nous pensons n'avoir aucun contrôle sur eux. Donc effectivement, on est automatiquement influencé par notre entourage. Donc les premières personnes qui nous influencent le plus à la base, c'était nos parents. Hein. Ensuite, il y a le reste autour. Et alors, on a pris des habitudes. Et certaines de ces habitudes sont mauvaises, elles sont pas bonnes. Et on le fait automatiquement parce qu'on s'en rend pas compte, parce qu'on a l'habitude. Un moyen d'éradiquer ces mauvaises habitudes, en fait, c'est d'avoir un cahier. Vous prenez un cahier tout simple. Un cahier à carreaux tout simple comme à l'école. Hein. Et en fait, vous mettez dedans tout ce que vous faites dans la journée, etc. Et vous allez noter vos habitudes. Alors bien sûr, certains, vous ne les remarquez pas constamment sur le moment, mais essayez de repérer les choses. Et là, vous allez remarquer les choses qui ne sont pas bonnes et tout, que vous faites tout le temps, au fil des jours. Et bien là, il va falloir les corriger. Parce qu'une fois que vous les avez notées, vous allez commencer à comprendre, ah ouais, je fais ça tout le temps, c'est pas bon. Et vous les corrigez. Point suivant. Vous vous êtes autorisé à prendre une décision sans y réfléchir. Aussi longtemps que vous déciderez de façon inconsciente, vous ne pourrez pas constamment modifier ce genre de comportement stérile pour les transformer en habitudes productives. Il est temps de vous réveiller et de faire un choix raisonné. Ok. Donc là, on continue l'histoire des choix. Ensuite, on a un jour de Noël, j'ai décidé de tenir un livre de remerciements pour l'offrir à ma femme. Chaque jour, pendant une année entière, j'y ai constaté au moins une chose que j'apprécie en elle. Ses rapports avec ses amis, la façon dont elle s'occupait de nos chiens, le lit tout propre qu'elle nous préparait, un succulent repas qu'elle nous cuisinait ou encore la façon dont elle était coiffée. Ce genre de détails, j'ai réfléchi à toutes les choses que faisait ma femme et qui me touchaient et qui relevaient des attributs, des traits de caractère ou des qualités que j'appréciais en elle. Je les ai tous consignés en secret et au bout d'un an, j'avais rempli un cahier entier. Quand je lui ai offert à Noël suivant, elle a pleuré et déclaré que c'était le plus beau cadeau qu'on lui avait jamais fait. Alors moi, j'ai trouvé cette histoire vraiment sympathique et excellente et du coup je l'ai noté en fait. Hein. Fallait vraiment le faire hein, pendant un an. Elle a noté dans son cahier toutes les bonnes choses qu'il voyait de sa femme et après elle lui a offert. Et ben, tu m'étonnes, ça a vachement bien marché. Ça c'est le genre de personne qui risque pas d'avoir après un divorce derrière parce que il montre à quel point il tient à elle, etc. Ce que beaucoup de gens ne font pas. Et ce genre de truc, j'ai trouvé très, très sympa, en fait, comme truc. Après, il faut avoir une sacrée discipline pour le faire, quoi. Mais c'est une très, très, très bonne idée. Point suivant. Si j'assumais toujours à 100% tout ce que je vivais, c'est-à-dire en assumant complètement tous mes choix et toutes mes façons de réagir à ce qui m'arrivait, j'étais en position de... Ah, attends, on va voir. Qu'est-ce que je raconte ? Si j'assumais toujours à 100% tout ce que je vivais, c'est-à-dire en assumant complètement tous mes choix et toutes mes façons de réagir à ce qui m'arrivait, j'étais en position de contrôle. Tout dépend de moi. J'étais responsable de tout ce que je faisais, de tout ce que je ne faisais pas et de la façon dont je répondais à ce qui m'était fait. Bon, ça c'est un point très classique hein, pour tous ceux qui ont fait un peu de DP de base, de développement personnel. C'est un des premiers trucs que vous allez apprendre. Vous êtes 100% responsable de vos actes. Hein. C'est pas la peine d'aller blâmer l'autre, etc. En fait, c'est vous-même qui êtes fautif. Hein. Si la situation est tombée d'une manière ou d'une autre, c'est parce que quelque part, à un moment donné, vous avez pris une mauvaise décision et qui a
à un moment donné, vous avez pris une mauvaise décision et ça vous a mené à ce résultat-là. Donc, c'est pas la peine de blâmer les autres, c'est à vous d'être 100% responsable de là où vous en êtes. Hein. Ensuite, point suivant, vous seul êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas et de la façon dont vous répondez à ce qui vous est fait. Cet état d'esprit a révolutionné ma vie en me donnant le contrôle, la chance, les circonstances ou les situations n'avaient plus d'importance. Tout ce qui m'arrivait dépendait de moi. J'étais libre comme l'air. Peu importe qui est élu président, peu importe la crise économique, peu importe ce qui est dit, fait ou n'est pas fait, un tel ou tel. Je suis à 100% aux commandes de moi-même. En choisissant de me libérer officiellement de toute position de victime passée, présente ou future, j'ai touché le gros lot et gagné le pouvoir illimité de prendre mon destin à bras le corps. Donc là, on met bien en avant, on est 100% responsable. C'est pas la peine d'attendre sur le président X ou Y, de dire oui, je l'ai pas voté ce président, machin et tout, c'est à cause de ça que ma situation est comme ça et comme ça. Bon, ça c'est pour prendre l'exemple assez classique, mais quand même, hein, je vois ça souvent. À un moment donné, il faut quand même voir les choses comme c'est, on est chacun responsable de nos actes et c'est pas le président X ou Y qui va changer les choses, c'est nous-mêmes. On peut changer seulement nous-mêmes, regarder, passer son temps à regarder le journal de 20 heures ou regarder ça toute la journée. Il y en a qui regardent ça toute la journée vu qu'apparemment il y a des chaînes sur ça. Mais ça sert à rien quoi, c'est pas comme ça que vous allez changer votre vie ou que vous allez y arriver. Quand vous cherchez, vous acceptez d'être responsable et que vous commencez à poser des pierres, comme maintenant à vouloir apprendre sur comment s'en sortir, ben ça marchera mieux. Ça marche bien mieux que quand vous passez votre temps à blâmer l'autre, ça résout rien, quoi. Le point suivant, j'ai mis la différence entre être incroyablement riche et heureux et en bonne santé ou fauché, déprimé et en mauvaise santé repose sur vos choix de vie. Rien d'autre. En vérité, nous avons tous de la chance. Si vous n'êtes pas 6 pieds sous terre et en bonne santé et avez de quoi manger dans votre placard, vous avez de la veine. Cette chance est accessible à tout le monde, car en dehors des éléments de base, tels qu'être en bonne santé et avoir de quoi se substanter, elle se résume à une série de choix. Donc là, il revient que chacun en a une série de choix. Effectivement, il y a des gens qui ont des situations bien pires que nous. Nous, on a une chance d'être dans un pays qui est relativement riche, qui est loin pas le plus pauvre, où on a facilement un toit sur la tête, facilement à manger, etc. Et donc, on peut facilement arriver à s'en sortir, entre guillemets, beaucoup plus facilement que d'autres. Donc, si on compare, on s'est dit notre situation, parce qu'on est né d'une famille pauvre, etc. Mais il y a d'autres pays qui commencent de beaucoup plus bas que nous, et pourtant, il y en a qui arrivent à s'en sortir. Donc, pas de raison de dire que c'est la faute de l'autre, c'est bien nous-mêmes, nos décisions en fait qui nous mènent à un endroit X ou Y. Point suivant, des tas de gens bien plus désavantagés que vous ont surmonté des obstacles plus grands encore et s'en sont sortis plus riches et plus épanouis. La chance ne fait pas de discrimination. Dame chance est prodigue, mais pour bénéficier de ces largesses, il faut être réceptif. Tout dépend vraiment de vous. Encore une fois, on revient toujours sur ce point d'être responsable de nos décisions, etc. Votre arme secrète, un carnet et un crayon. Je suis sur le point de vous relever l'une des stratégies les plus efficaces que j'utilise dans le cadre de mon développement personnel. Cette stratégie me permet de contrôler les choix que je fais tout au cours de la journée et par conséquent tout le reste, en m'aidant à mener à la baguette mes comportements et mes actions. Dès à présent, choisissez un domaine de votre vie dans lequel vous aimerez le plus réussir. Vous voudrez plus d'argent sur votre compte en banque, retrouver la ligne, avoir un corps de bodybuilder, entretenir de meilleurs rapports avec votre conjoint ou vos enfants, déterminer où vous en êtes actuellement dans ce domaine. Et maintenant, déterminez votre objectif. Être le plus riche, plus mince, plus musclé, plus heureux, etc. Le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Si vous voulez passer d'un point A à un point B, vous devez d'abord prendre conscience des choix qui vous éloignent de la destination désirée. Prenez conscience de tous les choix que vous allez faire aujourd'hui, afin de commencer à effectuer des choix mieux guidés. Donc voilà, on revient sur ce fait. Selon nos choix, on va attirer un endroit X ou Y. Si maintenant le gars, la personne, elle veut perdre X kilos et qu'elle passe son temps à manger du steak frites, c'est normal qu'elle continue de prendre du poids. Par contre, si elle fait l'inverse, elle se dit voilà, maintenant j'arrête steak frites, je vais manger uniquement des légumes et des fruits, des graines germées, etc. Elle va forcément drastiquement perdre du poids. C'est bien un choix. Pour la richesse, c'est pareil. Quand vous voulez être riche, le système est le même. Si vous voulez être riche, il va falloir arrêter de regarder tout le temps, c'est pas à 100%, mais diminuer le pourcentage,
arrêtez de regarder des séries télé, des séries, des films, le journal de 20 heures, etc. Vous coupez tout ça et vous allez commencer à regarder plus de vidéos sur les gens qui sont riches et de comprendre comment ils font. Alors, il faut bien aussi noter qu'il ne suffit pas de les regarder. Déjà, il faut bien les comprendre, les types, comment ils raisonnent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête et qu'est-ce qu'ils font en dehors. Donc, il faut vous arriver à analyser les points à l'intérieur et à l'extérieur. Et quand vous copiez la même chose qu'ils font, vous allez aussi devenir pareil. Hein. Ça c'est qu'importe que ce soit pour la ruchette, pour être musclé. Je sais plus qu'est-ce qu'il a tout mis à l'instant. Enfin, qu'importe le secteur que vous voulez. Pour être un expert de ce domaine-là, il va falloir copier ceux-là qu'ils ont réussi et arrêter donc de faire des choix qui ne vous permettent pas d'atteindre cet objectif. Point suivant que j'ai noté là-dedans. À chaque fois que vous voyez un article affiché à 50 $, demandez-vous, cet article vaut-il 250 $? S'il le vaut pour vous aujourd'hui, alors il en vaut la peine d'être acheté. Gardez cette idée à l'esprit la prochaine fois que vous irez au centre commercial et que vous tentez de partout des choses fabuleuses dont vous ignorez avoir besoin. Vous allez acheter pour 25 $ de choses nécessaires ou vous en ressortez avec 400 $ de trucs inutiles. Mon garage ressemble à un cimetière de supermarché. La prochaine fois que vous rentrez dans l'un de ces temples de la bonne affaire, pensez à ce que vos achats vaudront plus tard. Je suis sûr que vous remettrez en réunion cette crêpière électrique à 50 $ pour avoir 250 $ de plus à la banque dans 20 ans. Faites le bon choix chaque jour, chaque semaine, chaque année et vos finances s'en ressortiront rapidement. Bon, ça c'est la base de l'effet cumulé, c'est vous mettez tant et tant d'argent, vous gagnez plus en plus et vous diminuez ce qui est pas bon. Bon, le problème avec ça, c'est que même si vous faites un effet cumulé pour grandir votre argent, vous n'allez pas avoir un rendement qui est assez gros pour que ce soit vraiment rentable même après 40 ans. Ça, c'est le problème de ce système d'économie. Mais par contre, il faut travailler sur les deux. Continuer d'économiser et d'acheter des trucs qui prennent de la valeur, notamment genre par exemple des objets de collection, investir en bourse, en crypto-monnaie ou autre. Quoique, attention quand même, pour moi, de mon point de vue, les crypto-monnaies, les actions, etc., c'est beaucoup plus risqué parce que c'est que de la spéculation à 100%, ça détient sur rien. Par contre, tout ce qui est collection, pour moi, ça a plus de valeur parce que en fait, les gens, ils l'achètent pas uniquement pour gagner de l'argent, ils l'achètent aussi parce qu'ils collectionnent ou même qu'ils jouent selon les cas. Hein, quand vous avez des cartes à jouer comme Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, etc. Bah, dans ce cas-là, le truc qui est bien, c'est qu'en fait, c'est qu'il n'y a pas de bulle. Alors que dans un truc comme les actions, etc., les crypto-monnaies, c'est des bulles. Les gens, ils achètent à fond. Mais il n'y a pas de besoin derrière, donc c'est dangereux. Mais c'est bien quand même de diversifier là-dedans, dans l'or aussi, etc. Mais comme dit, le fait d'épargner, de diminuer donc de ne pas acheter des produits qui ne servent à rien. Hein, souvent, on se fait avoir par des émotions, par le marketing et tout, par le copywriting. On achète des trucs débiles qu'on n'a pas besoin. Et cet argent, il aurait pu effectivement être économisé, c'est qu'on se portera effectivement dans tous les cas mieux par la suite. Mais l'idéal, c'est, comme dit, d'acheter vraiment des trucs qui prennent de la valeur. Si on veut accélérer le truc. Alors, point suivant que j'ai noté. La moindre correction de vos habitudes quotidiennes peut totalement changer le cours de votre vie. Là encore, je ne parle pas de transmutation ni de métamorphose complète de votre personnalité, de votre tempérament et de votre vie, mais de réajustements infinitesimaux ou apparemment sans conséquences qui peuvent tout révolutionner. La meilleure illustration que je puisse vous donner pour souligner le pouvoir de ces petits réajustements est celui d'un avion en partance pour New York. Ouais, donc ça c'est le truc avec New York. Donc il part de Los Angeles, l'avion. Il veut aller à New York, mais c'est libre d'un truc qui va aller à Delaware ou autrement en Albanie. Bon, c'est le même truc que j'avais dit au début de vidéo. Si vous dérivez, vous partez complètement ailleurs. Donc, vos habitudes quotidiennes, vous n'avez effectivement pas besoin de beaucoup changer. Par exemple, pour le régime, il y a un truc tout bête que moi, j'ai fait qui a marché très bien à l'époque, il y a des années en arrière, que j'applique toujours de temps en temps. En fait, c'est simplement... En fait, vous pouvez remplacer par exemple quelque chose qui n'est pas bon, comme du ketchup qui a du sucre, etc. Vous remplacez par exemple par de la moutarde. Et vous faites ça pour chaque truc. Il y a, si maintenant vous ajoutez, je ne sais pas comment dire, en fait je crois que je n'ai même pas remplacé, mais le simple fait de rajouter, de commencer à consommer toutes sortes d'épices, notamment fraîches et tout, mais ça marche aussi avec...
celles qui sont secs, toutes les herbes et les épices, et bien vous allez automatiquement, ça va vous aider à perdre du poids sans forcément changer toutes vos habitudes. Vous allez automatiquement perdre parce que vous allez commencer à prendre de nouvelles habitudes qui sont meilleures. Et ça vous aide à perdre du poids. Hein. Les boissons, c'est le truc le plus simple comme exemple. Si maintenant vous buvez genre du café avec 3 sucres dedans, vous le remplacez par du thé sans sucre, ben forcément vous allez par la suite perdre du poids. Et c'est juste des petits changements sans que ce soit gros. Hein. Vous pouvez même commencer très très doucement. Si vous avez l'habitude de prendre du café, moi j'avais ça, c'était il y a quand même très 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 longtemps. Je prenais le café avec du sucre et je mettais du lait, etc. Hein. Et avec le temps, j'avais tout enlevé. J'avais enlevé le lait, puis j'avais après enlevé le sucre, et après j'avais enlevé le sucre, j'avais enlevé le café. Alors je buvais plus que l'eau chaude. Et après j'ai arrêté, et puis après j'ai rajouté en fait du citron. Mais j'ai fait les choses par étapes, et ces petits changements faisaient changer après le tout. Donc c'est ça qui est mis en avant. Si vous n'avez pas besoin de tout changer directement, vous changez juste un petit truc, et quand vous êtes habitué à ce truc-là, vous rajoutez un autre truc et ça marche très bien. Ensuite, mettez la volonté de côté. Il est temps de penser au pourquoi. Vos choix n'ont de sens que s'ils sont liés à vos désirs et à vos rêves. Les choix les plus avisés et les plus motivants sont ceux qui correspondent à qui vous êtes, ceux qui répondent à votre objectif profond et à vos valeurs intrinsèques. Vous devez vouloir quelque chose et savoir pourquoi vous le voulez, sans quoi vous abandonnerez trop facilement. Alors quel est votre pourquoi? Il vous faut une raison d'apporter des améliorations significatives à votre vie. Et pour vous donner envie de faire les changements nécessaires, votre pourquoi doit être quelque chose d'incroyablement motivant pour vous. Votre pourquoi doit vous donner envie de vous lever le matin et de continuer pendant des années. Alors qu'est-ce qui vous motive le plus? Identifier votre pourquoi est absolument essentiel. Car c'est ce qui vous motive qui va alimenter votre passion, votre enthousiasme et votre persévérance. En fait, c'est tellement important que j'en ai fait le sujet principal dans mon livre Design Your Best Year Ever, a Proven Formula for Achieving Big Goals. Donc, Success Book de 2009, vous devez connaître votre pourquoi. Donc, traduction, dessinez votre meilleure année. Une formule prouvée pour accomplir de grands objectifs. Bon, ça doit être ça. À peu près. Donc, votre pourquoi. Moi, je peux vous dire mon pourquoi à moi. Pourquoi je fais cette vidéo actuellement? Eh bien, c'est simplement parce que moi, je veux avoir une audience. Et plus je grandis mon audience, plus je pourrais par la suite arriver à changer des points de ma vie, améliorer ma vie. Et c'est pour tout le monde pareil. Je fais les vidéos pour pouvoir augmenter mon audience. C'est ça mon pourquoi. Et pour vous, c'est pareil. Si vous n'avez pas un pourquoi derrière, vous allez arrêter de continuer à faire ce que vous faites. Vous allez seulement continuer parce que vous attendez quelque chose en retour derrière. Après, dire que c'est carrément une passion, bon, sur ça, je suis pas actuellement, en tout cas, je suis pas de ce point. J'ai pas ce point de vue. Pour moi, je le fais parce que voilà, je veux une audience. Pourquoi? Parce qu'une audience, c'est l'audience qui tient les gains. Et quand j'ai les gains, je peux vivre mieux comme je veux. Voilà, c'est tout simplement pour ça que je le fais. Et pour vous, c'est pareil. Qu'importe le domaine où vous voulez percer, il va falloir créer une audience. Si vous n'avez pas une audience derrière, vous allez avoir du mal à avoir du succès, à avoir ce que vous voulez. C'est pas possible. Il faut créer une audience. Hein. Alors, il y a plein de moyens de faire des audiences. Je sais qu'il y a des gens, ils n'apprécient pas du tout se montrer en vidéo, etc. Mais il y a d'autres méthodes qui vous permettent aussi de créer des audiences. Mais en tout cas, c'est primordial. Sans audience, vous n'avez pas de gain parce que l'argent est détenu par les autres. Donc ça, c'est vraiment le point pour moi, le pourquoi. Pourquoi, voilà, je fais ces vidéos. Parce que, voilà, je veux une audience. C'est ce qui est l'objectif. Alors, votre motivation est-elle suffisante? Alors ça, suffisamment forte, hein, la motivation. Ça, il en parlait aussi dans son livre audio. Il y a un livre audio qu'on peut avoir. Il montrait 2 immeubles. Dans un immeuble, il y a une planche entre les 2 immeubles et il y en a un côté, il est en feu et l'autre pas. Et alors, il dit, voilà, pour traverser ces 2 immeubles, il y a grande chance que vous ne le fassiez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le pourquoi de pourquoi vous voulez traverser cet immeuble. Si derrière cet immeuble,
vous traversez d'un immeuble où il est sain, il n'est pas en feu, et de l'autre côté, il est en feu. On vous propose de récupérer genre 500... Ah, j'ai toujours la veille là. Si on vous propose de récupérer genre 500 euros, hein, on va dire, ou plutôt 5000 euros, allez, ou peut-être 50 000 euros, il y a grande chance que vous ne traversez pas en fait l'immeuble, hein, parce que votre pourquoi il n'est pas assez fort. Par contre, si c'est sauver vos enfants, il y a grande chance que vous le fassiez, hein, avec l'argent ou pas. C'est ça qu'il explique. C'est votre pourquoi. Pourquoi vous faites telle ou telle chose. Et si votre pourquoi il n'est pas assez fort, il y a grande chance que vous allez abandonner. Si c'est assez fort, il y a grande chance que vous allez continuer en fait votre objectif X ou Y. C'est ça qu'il met en avant. Au départ, d'ailleurs, je crois qu'il commençait avec une planche qui était au sol. Là, est-ce que vous la traversez pour avoir les 5 $? Donc ça, c'était facile à faire. Mais après, si vous récupérez les 5 $ au-dessus de 2 immeubles traversés, là, il y a grande chance que vous ne le faites pas parce que c'est quelque chose qui est trop gros pour la récompense en retour. Donc c'est ça le pourquoi. Pourquoi vous le faites. Bon, point suivant, aspect matériel ne suffit pas à mobiliser le cœur, l'âme et les tripes. La passion doit venir de plus loin, de plus profond en nous. Sans passion, même le luxe passe à côté des vraies valeurs, le bonheur et l'accomplissement. Dans une interview d'Anthony Robbins, expert en performance d'excellence, succès janvier 2009, ce dernier a déclaré « J'ai vu des hommes d'affaires obtenir tout ce qu'ils désiraient et continuer pour autant de vivre dans la frustration, dans l'inquiétude et dans la peur. » Qu'est-ce qui empêche des gens aussi prospères d'être heureux? La réponse est qu'ils se sont acharnés à réussir, mais en ont oublié de s'épanouir. Une réussite extraordinaire ne garantit pas la joie, le bonheur, l'amour et le sens de la vie. Alors ça, de toute manière, c'est tout à fait juste. Hein. Le bonheur, il ne vient pas avec le succès, avec le bien matériel. Ouais, ça contribue à faire plaisir, mais c'est pas ça qui rend directement heureux. Hein. Ça, c'est tout à fait juste. C'est avant tout un état d'esprit. Si vous voulez être heureux, vous pouvez l'être dès le moment présent, même en étant à zéro ou en étant endetté, vous pouvez avoir un état d'esprit de base heureux. Alors bien sûr, il va augmenter, vous serez forcément plus content si vous commencez à gagner plus de fonds, etc. Vous pouvez avoir plus de biens matériels, etc. Mais il ne reste pas mal qu'à la base, c'est pas ça le meilleur truc qui motive. En tout cas, moi je peux confirmer ça, c'est pas ça qui me motive. Moi j'ai une liste d'objectifs avec plein de choses. Et pourtant, ça ne me motive pas à gogo à vouloir travailler à fond. Parce que ça n'a pas assez de... Je ne sais pas comment dire. Pour moi, c'est pas assez fort. Et donc, je confirme un peu, je confirme en tout cas ce qu'il dit. Pour moi, c'est tout à fait le cas. C'est pas le bien matériel qui me motive à agir à fond. Hein. Ça, c'est une fois sûr. C'est plus la passion, le truc qui me plaît. Mais bon, le problème avec la passion, c'est que si ça ne correspond pas à un besoin, les gens ne suivent pas. Les gens, ils pensent toujours à leur propre intérêt. Et c'est ça qui est, de mon côté, qui m'est le plus difficile. C'est que je suis contraint de faire des choses qui ne correspondent pas forcément à ce que je veux. Mais par contre, qui me permettraient d'avoir de l'autre côté ce que je veux par la suite. Et ça, c'est pas facile. Voilà. Bon. En tout cas, là, il le dit bien. Les besoins matériels, c'est pas ça qui motive et c'est vrai. En tout cas, pour moi. Point suivant. Avoir un ennemi donne une raison de prendre votre courage à deux mains. Devoir vous battre met en jeu vos compétences, votre tempérament et votre détermination en vous forçant à identifier et à mettre en pratique vos talents et vos capacités. Sans combat motivant à mener, nous courons le risque de nous encrouter et de perdre de notre force et de notre élan. Certains des clients que j'encadre s'inquiètent du fait que leur pourquoi leur soit inspiré par des objectifs plus nobles. Ils le sentent coupables de vouloir rabattre le caquet à quelqu'un. Prouvent qu'ils ont réussi à, malgré les critiques, vaincre leurs concurrents et réussir à prendre leur revanche sur un frère ou une sœur qui les a toujours dominés. Pourtant, qu'importe la motivation, tant qu'elle reste légale et morale, vous n'êtes pas obligé d'avoir la fibre humaniste. L'important, c'est que vous soyez gonflé à bloc. Parfois, cette motivation peut vous aider à transformer une émotion en une expérience fortement négative, en une réussite d'autant plus éclatante. Alors ça, c'est pas quelque chose qui marche sur moi, les concurrents, mais ça marche effectivement sur certaines personnes. Il y a des personnes qui n'apprécient pas du tout qu'il y ait un concurrent qui est plus fort qu'eux, etc. Et du coup, ça les motive à bosser à fond. Donc pourquoi pas, hein. Moi j'espère que, à la limite, si ça c'est quelque chose qui vous parle, qui marche pour vous, tant mieux, hein. Pour moi, c'est pas quelque chose qui marche le plus, mais je l'avais quand même noté parce que c'est quand même quelque chose dans un sens intéressant. Mais moi, j'ai plus l'état d'esprit, voilà, de vouloir juste me concentrer sur vivre que de vouloir me battre avec les voisins, quoi. Après, voilà, c'est
Chacun a sa vision, et puis bon, cette vision elle peut changer aussi du jour au lendemain. C'est pour ça que j'aime bien noter, parce qu'avec le temps on change automatiquement, on s'en rend pas compte, mais il y a des choses qui changent, notamment selon ce qu'on va, selon notre environnement qu'on va étudier, etc. On va automatiquement changer, que ce soit conscient ou inconsciemment. Point suivant. Si vous imaginez quelque chose que vous le désirez ardemment, que vous y croyez sincèrement et que vous faites tout pour ce quelque chose se concrétise, il ne peut que se concrétiser. Donc là, il faut bien noter le point. Si vous imaginez quelque chose que vous le désirez ardemment, que vous y croyez sincèrement, et le point le plus important, c'est que vous faites tout pour que ce quelque chose se concrétise. Il ne peut que se concrétiser. Donc il faut bien noter le point. Il ne suffit pas de vouloir un truc ou de croire un truc, il faut agir aussi. Ça, c'est un des points qui est vraiment très important, agir. Il ne vous suffit pas de savoir, oui, il ne faut pas vouloir, mais plutôt croire, il faut noter l'objectif, etc. Il vous faut aussi bouger votre derrière. Si vous ne bougez pas votre derrière, vous ne pourrez jamais obtenir le truc. Ça ne va pas tomber du ciel. Vous allez peut-être voir passer le truc qui vous plaît, parce que l'histoire de la loi d'attraction, elle s'applique automatiquement. Par contre, ça va vous filer sous le nez parce que vous n'avez pas agi. Il va falloir agir pour pouvoir faire en sorte que ça vous tombe vraiment dans les bras. Bon. Point suivant. On ne vit et on n'obtient que ce que l'on cherche. Si on ne sait pas ce que l'on cherche, on ne risque pas de le trouver. Par nature, nous sommes des créatures toujours en quête d'objectifs. Notre cerveau cherche en permanence à aligner le monde extérieur avec ce que nous voyons dans notre monde intérieur. Ainsi, dites à votre cerveau de chercher une chose en particulier et vous commencerez à la voir. L'objet de votre désir a probablement toujours été tout près de vous, mais votre esprit et vos yeux n'étaient pas prêts à le voir. C'est exactement ainsi que fonctionne la loi de l'abstraction. Cela n'a rien de mystérieux ou d'ésotérique. C'est en vérité bien plus simple et pratique que cela. Bon, là, ce qu'il explique, c'est que notre cerveau, il filtre les choses. Si dans notre cerveau, on ne s'intéresse pas à ce truc, on ne peut pas le voir. En fait, on l'a sous le nez, mais on ne le verra pas parce que c'est pas sur quoi on est focalisé, on est fixé. Donc, pour obtenir votre truc, vous devez être focalisé sur le truc que vous voulez et puis ça va finir par venir. Alors, on va passer au point suivant. La seule chose qui s'interpose entre vous et vos objectifs, c'est votre comportement. Y a-t-il quelque chose que vous deviez arrêter de faire pour que l'effet cumulé ne vous tire pas vers le bas? Inversement, y a-t-il quelque chose que vous devriez commencer à faire pour que votre trajectoire suive la meilleure direction? Bref, quelles sont les habitudes et les comportements que vous devrez souscrire ou ajouter à votre vraie vie, à votre vie? Donc là, effectivement, il y a des choses, des habitudes que vous allez faire qui sont pas bonnes. Alors, je peux prendre un point à moi, c'est que cette année, l'année dernière, je m'amusais de nouveau à jouer à des jeux vidéo, et puis cette année, j'ai de nouveau complètement coupé. Moi, je fais des cycles. Et ça, c'est tout à fait ce point-là. Si vous coupez des choses qui ne vous permettent pas d'obtenir l'objectif, et que vous vous faites des nouvelles choses qui vous permettent d'obtenir l'objectif, vous avez de grandes chances, du coup, d'atteindre cet objectif. Par contre, si vous continuez à faire des choses qui ne vous permettent pas d'atteindre l'objectif, vous ne pouvez pas, en fait, l'obtenir. Donc c'est bien notre comportement qui va faire qu'on obtiendra ça ou ça. Ensuite, point suivant. Car en toute honnêteté, savez-vous combien d'heures vous passez vraiment à regarder la télé chaque jour? Combien d'heures vous restez branché sur les chaînes d'information ou occupé à suivre les objectifs et les exploits des autres sur les chaînes de sport et des divertissements? Savez-vous combien de canettes vous buvez? Ou combien d'heures que vous passez à travailler à l'ordinateur, Facebook, potin en ligne, etc. Comme je l'ai expliqué dans le chapitre précédent, vous devez avant tout prendre conscience de vos comportements. Donc c'est exactement un peu ce que j'ai dit. Bon, il ne donne pas l'exemple des jeux vidéo, mais c'est de toute manière pareil. Hein, la télé que vous regardez, les sportifs, c'est bien beau de voir les sportifs au niveau, mais encore, vous êtes obligé d'agir. Donc ouais, il faut les copier si votre but, c'est d'être, je sais pas quoi, champion de tennis, champion de natation, je sais pas quoi. Ouais, d'un côté, il faut les étudier, mais il faut aussi beaucoup agir. Sinon, ça sert fichtrement à rien, vous perdez votre temps. Donc, effectivement, passer son temps à boire dans les bars, etc. En ce moment, on ne peut pas. Mais c'est pas ça qui va vous permettre d'avancer. Regardez la télé tout le temps, il faut diminuer. Hein. Si vous regardez, par exemple, 4 heures de télé par jour, diminuez à 2 et passez 2 heures à bosser, 2 heures à regarder, ce sera déjà mieux. Facebook, c'est aussi un truc qui fait perdre beaucoup de temps. D'ailleurs, moi-même, c'est un truc que je n'ai pas supprimé encore actuellement.
C'est un truc que je regarde tous les réseaux sociaux, hein, sans exception. Il n'y a pas que Facebook, c'est aussi Instagram, les TikTok, je sais plus qu'est-ce qu'il y a tout comme réseaux sociaux nouveaux. Je dois admettre, les nouveaux, je les regarde même pas. Le seul que j'ai toujours resté, personnellement, c'est Facebook, mais il faut savoir que Facebook, ça fait, c'est dans tous les cas, c'est une perte de temps sur énormément de choses. Donc, on peut faire aussi des choses par étapes sur Facebook. C'est genre arrêter de prendre le temps de répondre à des commentaires. Souvent, les gens, il y a des gens qui répondent aux commentaires, ça bouffe un temps énorme. En général, vous perdez votre journée à répondre à des commentaires, ça sert à rien. Quand vous avez réussi cette étape, vous pouvez genre arrêter après de lire les choses. Il y a des applications qui vous permettent de bloquer le mur. Moi, à un moment, je l'avais mis. D'ailleurs, ça marche très bien. Bloquer le mur, vous voyez pas l'actualité, des trucs comme ça. Alors, je regardais plus que les notifications. Et comme ça, vous pouvez diminuer et après le supprimer parce que dans l'histoire, tout le temps que vous passez à regarder Instagram, Facebook, etc., ben, ça vous empêche en fait d'atteindre vos objectifs. Ça, c'est clair et net. C'est tout ce que vous regardez à la télé, les films, les séries. Alors ouais, on n'est pas des machines, par moment on a besoin d'une pause, mais quand même, il faut quand même être conscient de l'autre côté. Quand vous faites trop ça, c'est du temps qui est perdu que vous aurez pu utiliser pour vous en sortir. Hein. Comme moi, là, j'aurais pu penser regarder plutôt un film que faire cette vidéo. Par exemple, mais en fait, si je fais pas la vidéo, j'augmente pas mon audience. Or que, comme dit, moi, ce que je veux, c'est augmenter l'audience de la chaîne et après gagner mon audience par email. Hein. Alors pourquoi je la veux par email, mon audience, je vais vous révéler aussi pourquoi. La raison, c'est simplement que j'ai une fois fait l'audience en partie par ManyChat et Facebook qui l'a bloqué. Donc quoi, j'avais pas le contrôle. Alors du coup, aujourd'hui, moi je me dis, à part par email, il y a un truc où j'ai le contrôle, le reste, à la limite, je m'en fous. Hein, ça m'intéresse pas les télégrammes et tout parce que j'ai pas le contrôle dessus. Alors que l'email, celui-là, je le garde quoi. Donc voilà. Bon, point suivant, sortez votre petit carnet et inscrivez vos 3 plus grands objectifs. Maintenant, faites une liste des mauvaises habitudes qui risquent de saboter votre progression dans chaque domaine. Notez-les toutes. Donc voilà. Si vous avez 3 objectifs, par exemple, faire 10 vidéos par semaine, on va dire. Alors, il va falloir noter ce qui est pas bon. Plus de Facebook, plus de télé, plus de cinéma, plus de bistrot, plus de jeux vidéo. Il y a un truc qui a été dit par MJ DeMarco, j'ai bien aimé, il a dit tout simplement, si vous êtes trop en train de jouer aux vidéos, le truc c'est, vous prenez votre console, vous la foutez dans le grenier, et comme ça, il sera plus difficile de la chercher. Ça peut marcher. Si vous jouez à l'ordi, et que vous jouez avec une manette, enlevez la manette, quoi. Ce sera plus facile. Entre parenthèses, que ça sera plus facile, c'est pas forcément nécessaire. Personnellement, moi, la manette, elle traîne sur la table, ou les manettes, qu'importe. Et pourtant, ça m'empêche pas, en fait, d'avoir complètement coupé les ponts, parce que bon, c'est pas. Après, c'est une habitude que j'ai déjà. Par moment, je fais ça. Je fais un truc pendant des mois, des années. Et à bout d'un moment, j'ai besoin de changer. Alors, je change, je fais un temps, j'ai des périodes de changement. Mais l'idéal, ce serait vraiment de couper à 100% parce qu'au final, tout ce temps qu'on passe à ça, ça sert à rien, quoi, pour nos objectifs de vie. Hein. Il faut en être conscient et ça nous éloigne de nos objectifs de vie automatiquement. Bon. Donc, notez les 3 objectifs. Ça, c'est ce qui dit. Et après, notez tout ce qui peut nuire à cela. Hein. Si votre but, c'est du régime, vous allez devoir noter tout ce qui vous empêche de perdre du poids. Donc arrêtez tout ce qui est grignotage au niveau sucrerie. Arrêtez ça. Et tout ce que vous pouvez rajouter qui est bon, comme j'en avais déjà parlé, les herbes et les épices, ça vous aide beaucoup à perdre du poids sans forcément supprimer de tout changer votre alimentation. Mais par contre, il faudra quand même faire des efforts pour supprimer tout ce qui est pas bon. Il suffit pas juste de rajouter des trucs. Le plus simple, c'est de remplacer. Si vous remplacez votre ketchup par de la moutarde, etc., vous verrez que ça sera forcément efficace. Au début, ça fait peut-être bizarre, etc. Mais en fait, vous remarquez que ça fonctionne. Et que c'est plus simple parce que vous changer une seule petite truc au lieu de changer tout un truc. Au lieu de vous dire, ouais, maintenant j'arrête direct le steak frites. Steak frites ketchup, vous allez dire voilà, je vais juste prendre mon steak frites comme d'habitude, mais je vais utiliser de la moutarde plutôt que du ketchup pour le steak ou pour mes frites, hein, qu'importe pour les deux. Et vous diminuez. Après vous enlevez, bon maintenant je mangeais statique, maintenant je vais faire steak nouilles, etc. Et comme ça vous enlevez la graisse des frites, etc. Et à fur et à mesure vous allez voir que vous pouvez perdre du poids et que vous vous sentirez aussi mieux, etc. Des fois, c'est aussi, la baisse d'énergie, les coups de fatigue, en fait, ça vient en grande partie parce qu'on ne mange pas correctement, parce qu'on ne fait pas de sport, etc. Et c'est des habitudes qu'on peut changer. C'est bien nos choix.
Donc là, après, le point suivant que j'ai noté, plan d'action, 5 stratégies pour éliminer les mauvaises habitudes. Vous avez appris toutes vos habitudes, vous pouvez par conséquent les désapprendre. Si vous souhaitez que votre vie prenne une nouvelle direction, il faut d'abord vous alléger des mauvaises habitudes qui vous laissent depuis trop longtemps. Il vous faut donc un pourquoi, ce motivant qui vaincra vos besoins de gratification immédiate. Pour cela, rien de tel qu'un plan d'action. Voici mes stratégies préférées. Identifiez vos déclencheurs. Ensuite, il a mis « Faites le grand ménage ». Alors, je ne vais pas détailler, on est déjà 45 minutes, je vais essayer d'accélérer un peu. Si vous voulez en savoir plus, hein, je vous donne le lien en description du livre. Ensuite, il a mis « Faites l'échange ». Ensuite, il a mis « Procéder par palier ». Donc, il met tout un plan sur comment faire. Et après, où aller allez-y la tête la première. Où allez-y la tête la première. Voilà, ça c'est les 5 points. Ensuite, on va passer au point suivant. Qu'est-ce qu'il a dit? Plan d'action 6 techniques pour instaurer de bonnes habitudes. Donc là, il dit comment mettre des bonnes habitudes. Alors, la première, c'est créer les conditions de votre succès. En 2, pensez en termes d'addition, pas de soustraction. Donc, on ajoute au lieu de soustraire. La plupart des gens, ils font l'inverse, ils diminuent leur truc. Moi, je le vois ça dans beaucoup de domaines. J'aime bien citer le truc des cartes parce que en plus, il y a beaucoup ça en ce moment, encore, toujours et toujours. Et il y a des gens que je connaissais depuis des années et puis je les vois, ils diminuent en fait ce qu'ils ont de valeur pour acheter après quelque chose d'inférieur. Et donc, c'est tout à fait ça. Au lieu d'additionner, de chercher un moyen d'augmenter, d'avoir plus de ce qu'ils ont, ils diminuent. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Après, bien sûr, dans leur état d'esprit, ils pensent que ça leur est pas possible de continuer d'augmenter et alors ils diminuent. Ils ne veulent pas chercher un moyen de trouver un moyen d'augmenter, de gagner plus de fonds, d'un moyen d'aider plus de gens. Alors que s'ils aidaient plus de gens, ils pourraient avoir plus d'argent et ils pourraient plus acheter ce qu'ils veulent sans devoir diminuer. Bon, alors, point suivant, affichez vos objectifs. Alors, un bon moyen d'afficher vos objectifs, alors je ne vais pas lire le truc qui a été dit, mais c'est le tableau de vision, tout simplement. Hein. Tableau de vision, j'en ai déjà parlé. Regardez dans les vidéos, j'en ai parlé. Voilà, tableau de vision. Ensuite, point 4, trouvez-vous un associé. Donc ça, effectivement, si vous avez un partenaire qui vous aide, ça c'est l'idéal. Là, quand vous êtes avec quelqu'un, il faut que la personne vous suive. Si elle ne vous suit pas, c'est pas bon. Autant aller voir ailleurs, quoi. Ah ouais, c'est pas forcément facile, mais ça va vous mettre des bâtons dans les roues pour atteindre vos objectifs si la personne avec qui vous êtes n'est pas comme vous, quoi. Donc trouver un associé, c'est pas vraiment très difficile. À partir du moment où votre partenaire il est comme vous, il vous suit dans le même système, mais sinon il va falloir effectivement trouver un autre associé. Et c'est pareil pour votre meilleur ami. Si votre meilleur ami n'est pas pareil, il va falloir diminuer. Alors ça ne veut pas dire couper les ponts. Donc, il peut rester votre ami et tout, mais il va falloir trouver quand même un nouvel meilleur ami qui est pareil, à qui vous allez pouvoir vous associer et avancer. Compétition et camaraderie. Donc là, on revient sur la compétition, on en a déjà parlé. Et récompensez-vous. Alors là, c'est effectivement un point qu'on peut faire. Si maintenant vous avez réussi, bah, vous pouvez vous récompenser. Donc, je vais pouvoir prendre mon exemple à moi. Maintenant, je vous ai dit, depuis cette année 2021, j'ai complètement coupé. Je ne joue plus de nouveau dans les jeux vidéo. Hein. Ça m'arrive de temps en temps de se couper pendant des années ou pendant des mois, selon les cas, et après d'y revenir. Et ben moi, je peux faire ça. Disons maintenant, demain, j'ai atteint mon objectif d'audience. Et ben je peux me dire, bah, voilà, je vais faire une pause et je vais pouvoir jouer à un jeu X ou Y et après, je vais me remettre à travailler. Donc, la récompense, c'est ça. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être aller à un restaurant. Ça peut être, je sais pas, acheter votre voiture, hein, votre Porsche, votre Lamborghini ou je sais pas quoi. Mais vous avez le droit de vous récompenser à partir du moment où vous avez réussi. Mais il ne faut pas le faire avant. Si vous le faites avant, vous n'allez pas aller plus loin par la suite. Hein, la satisfaction immédiate qui est toujours pas une bonne chose. Hein. Il faut repousser à plus tard ce point-là. On dit souvent de ne pas faire de procrastination, mais pour ça, si il faut le plaisir immédiat, il faut le mettre de côté parce que sinon, vous n'allez pas réussir à atteindre vos objectifs qui vous tiennent à cœur. Ensuite, j'ai noté bon pied, bon oeil. Ma routine du matin ressemble au rituel de Jack Nicklaus. Elle me prépare pour toute la journée, comme elle a lieu chaque matin. Je n'ai pas à y penser. Elle se fait automatiquement. L'alarme de mon iPhone sonne à 5h, parfois 5h30, j'avoue. J'appuie sur le bouton snooze, ce qui me laisse 8 minutes
Pourquoi 8 minutes? Aucune idée. Il faudrait demander à Steve Jobs. C'est lui qui l'a programmé. Durant ces 8 minutes, je fais 3 choses. Premièrement, je pense à toutes choses dont je suis reconnaissant. Pour ouvrir mon esprit à l'abondance, le monde vous paraît différent et vous répond différemment. Quand vous commencez la journée en vous sentant reconnaissant de ce qu'il vous donne. Deuxièmement, je fais quelque chose qui peut vous paraître bizarre, mais j'envoie de l'amour à tout le monde. Pour être aimé, il faut aimer, et comme je veux être aimé davantage, j'envoie de l'amour en pensant à une personne en particulier. Qui que ce soit, un ami, un parent ou un collègue, ou même à quelqu'un que j'ai croisé au supermarché. Peu importe. J'envoie de l'amour à cette personne en imaginant toutes les bonnes choses que je lui souhaite. On pourrait appeler cela une bénédiction ou une prière. Pour moi, c'est une lettre d'amour imaginaire. Troisièmement, je pense à mon objectif numéro 1 et je décide quelles sont les 3 choses que je vais faire dans la journée pour m'en rapprocher. Par exemple, au moment d'écrire ceci, mon objectif numéro 1 est d'apporter encore plus d'amour et de complicité à mon mariage. Alors chaque matin, je planifie 3 choses que je pourrais faire pour que ma femme se sente encore plus belle, aimée et respectée. Après, il continue une fois levé, etc. Donc là, je vais m'arrêter à ce point-là. On va dire, allez au point suivant. Alors, ce que j'ai noté, c'est établir le suivi de votre rythme. Je vais partager avec vous un outil qui m'aide à suivre le rythme de mes nouveaux comportements. Je l'ai baptisé mon registre de fréquence. C'est en anglais, ok. Je pense que vous le retrouvez extrêmement utile, que vous décidiez de boire plus d'eau, de marcher davantage chaque jour ou d'être plus affectueux envers votre conjoint. Quel que soit le comportement choisi pour vous approcher de votre objectif, vous trouverez utile de vérifier à quelle fréquence vous le mettez en pratique. Voir figure 10, vous pouvez en télécharger une copie gratuitement. Bon, ça c'est un truc qu'il faut voir derrière le livre. Et il donne des fiches à chaque fois pour aider. Alors là, j'ai noté le résumé. Je sais pas pourquoi j'avais tellement noté le résumé. Ah non, c'est pour le chapitre à côté, ok. Pour maintenir la trajectoire positive qui vous mènera vers vos objectifs, vous devez comprendre et maîtriser ces influences afin qu'elles vous soutiennent et non au contraire qu'elles entravent votre réussite. Ainsi, nous sommes tous touchés par les 3 influences suivantes. Nos rapports, dont nous nourrissons notre esprit, nos relations et notre environnement. Ok, donc après il prend les 3 points. Ne buvez pas une eau sale. La vie n'est que le résultat de ce que l'on crée. Et ce sont les attentes qui stimulent le processus de création. Alors, quelles sont vos attentes? Vos attentes sont tout ce à quoi vous pensez. Votre processus de pensée, la conversation qui se tient dans votre tête. Et à l'origine des résultats que vous allez chercher créer. La question est donc, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous influence et oriente vos pensées? Réponse, tout ce que vous autorisez à attendre et à avoir. Tout ce dont vous nourrissez votre cerveau, rien d'autre. Voir figure 12. Donc là, il y a un dessin avec des verres d'eau. Ensuite, j'ai noté, vous êtes ce que vous consommez. Tout ce bouquin diffusé à la radio, tous ces meurtres, ces complots, ces décès, ces crises économiques et ces conflits politiques influencent vos pensées, qui influencent vos attentes, qui influencent votre créativité. En voilà une mauvaise nouvelle. Cependant, si vous passez un verre sale suffisamment longtemps à l'eau claire, vous finissez par vous retrouver avec un verre d'eau pure. Qu'est-ce qui constitue cette eau pure? Un apport et des idées positives qui vous inspirent et vous soutiennent. Des histoires d'espoir et des gens qui, en dépit de défis et des obstacles, réussissent de grandes choses. Des stratégies visant au succès, à la prospérité, à la santé et à l'amour et à la joie. Des idées destinées à produire encore plus d'abondance, à vous faire grandir, vous épanouir et dépasser la personne que vous êtes aujourd'hui. Des exemples et des histoires de ce qui est bon, bien et possible en ce monde. C'est pour cela que nous travaillons si dur chez Success Magazine. Nous voulons vous montrer ces exemples, ces histoires, ces secrets à méditer et à exploiter pour vous améliorer vous-même, ainsi que votre vision du monde et vos résultats. C'est aussi pour cela que 30 minutes matin et soir, je lis quelque chose qui m'inspire et m'instruit. Et c'est pour cela que j'écoute des CD de développement personnel dans ma voiture. Je lave mon verre, je nourris mon esprit. Cela me donne-t-il un avantage sur celui qui lit le journal dès qu'il se lève, écoute les infos en allant au travail et en rentrant chez lui et regarde le JT avant de se coucher? Absolument. Et cela peut tout changer pour vous également. Après, il va noter les étapes. Étape numéro 1, monter la garde, et etc. Je sais pas. Étape numéro 2, inscrivez-vous à l'université ambulante. Bon, après, il continue. Je sais pas combien il y a d'étapes. Là, le point suivant que j'ai noté, c'était en fait relations qui vous influencent. Les gens avec qui vous avez l'habitude de vous associer constituent votre groupe de référence. À en croire les recherches du PR David M.C. Cleland, socio-psychologue à l'université de Howard, votre groupe de référence détermine près de 95% de votre réussite ou de vos échecs. Avec qui passez-vous le plus de temps?
Qui sont les gens que vous admirez le plus? Ces deux groupes de personnes sont-ils exactement les mêmes? Si c'est le cas, pourquoi? Jim m'a appris que nous devenons la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Pour Ron, notre niveau de santé, de comportement et de salaire correspond à celui des gens qui nous entourent. Ok. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur Jim Rohn, je vais en faire une vidéo sur un livre qu'il a écrit qui s'appelle Les 5 pièces clés du puzzle de la vie. Donc normalement vous devrez voir la vidéo si vous cherchez dans la bibliothèque, je vais la faire juste après celle-ci. Donc il y aura les 2 vidéos qui seront faites. Ensuite, la meilleure façon de vous rapprocher de ce que vous désirez est de passer la plus grande partie de votre temps en compagnie de personnes qui possèdent déjà les qualités auxquelles vous aspirez. Vous constaterez alors que leur influence agit en votre faveur et non pas l'inverse. Le comportement et les attitudes qui ont aidé ces personnes à acquérir le succès que vous admirez feront peu à peu partie de votre vie quotidienne. Fréquentez suffisamment longtemps et vous verrez vous-même d'obtenir les mêmes résultats. Ok, si vous n'avez pas déjà fait, notez le nom des 5 personnes que vous voyez le plus. Écrivez également leurs caractéristiques principales. Qu'elles soient positives ou négatives, peu importe qui sont ces personnes, votre conjoint, votre frère, votre voisin ou votre assistant. Maintenant, établissez leur moyenne. Quelle est la moyenne de la santé, leur moyenne financière, leur moyenne en termes de relations? Étudiez les résultats et demandez-vous. Cette liste me convient-elle? Est-ce que la direction que je souhaite donner à ma vie? Ok, alors le point suivant que j'ai noté, c'est lorsque vous ferez le choix difficile de dresser des barrières entre vous et ceux qui vous attirent vers le bas, vous vous apercevez qu'ils tenteront de vous en empêcher, surtout ceux qui sont les plus proches de vous. Votre décision de mener une vie plus positive, plus ciblée ne sera en effet que le reflet inverse de leurs mauvaises décisions. Vous les mettez mal à l'aise et ils tenteront de vous ramener à leur niveau. Leur résistance ne signifie pas qu'ils ne vous aiment pas ou qu'ils ne vous souhaitent pas ce qu'il y a de meilleur. En fait, il ne s'agit pas de vous, mais de leur propre peur et de leur propre culpabilité à l'idée d'avoir fait le mauvais choix et de manquer de discipline. Sachez donc qu'il ne sera pas facile de couper les ponts. Non, ça c'est clair, hein. Plus il est proche la personne et plus c'est difficile, mais il faut quand même le faire ou en tout cas diminuer. Ensuite, là, il y a relation à restreindre. En fait, il avait coupé les personnes à couper complètement, les personnes à restreindre, les personnes à garder, etc. Bon, point suivant. Déterminez à quel point vous pouvez vous permettre d'être influencé par quelqu'un. C'est difficile, je sais. J'ai moi-même dû recourir à ce procédé à plusieurs occasions, y compris avec les membres de ma famille proche. Je refuse cependant que les actions et les habitudes de quelqu'un d'autre aient une influence néfaste sur moi. Ensuite, il a mis les relations à cultiver. Cherchez les personnes dotées de qualités positives dans les domaines où vous souhaitez vous-même vous améliorer. Celles dont la réussite financière et professionnelle correspond à vos ambitions, dont la façon d'élever leur enfant vous plaît, dont vous aimez le style de vie et avec qui vous aimeriez devenir ami. Efforcez-vous ensuite de passer le plus de temps avec elles. Rejoignez les organisations, les commerces et les clubs de sport où ces gens ont tendance à se réunir et nouer des amitiés. Vous verrez plus loin comment cela m'a moi-même conduit à me rendre dans une autre ville pour passer plus de temps avec certaines personnes, avec des résultats totalement fortuits. Ok. Ensuite, il a mis « Vous avez considéré tout au long de ce livre à quel point je ne me taris pas d'éloges à propos de Jim Rohn. C'est qu'en dehors de mon père, Jim reste mon plus grand mentor et ma plus grande source d'influence. Ma relation avec Jim illustre à merveille le concept de relation à cultiver. Bien que je n'ai dîné avec lui que quelques fois et passé que peu de temps à lui parler, au cours de nos interviews et dans les coulisses de quelques événements, j'ai passé énormément de temps à écouter Jim dans ma voiture ou à lire ses écrits dans mon salon. J'ai ainsi passé plus de 1000 heures à recevoir des instructions directes de Jim, à 99% à travers ses livres et à ses programmes audio. Le plus intéressant, c'est que vous vous trouvez à la maison où vous vous occupez de vos enfants ou à prendre soin de parents âgés, le bureau entouré de gens avec qui vous avez peu en commun ou en pleine campagne, loin du moindre immeuble, vous pouvez vous aussi bénéficier des enseignements d'un mentor. Pour peu que ce dernier ou cette dernière ait mis ses pensées sur ses histoires et ses idées à la disposition dans un livre, un CD, DVD ou podcast. Vous bénéficiez d'une source illimitée, tirez-en profit. Donc là, il est assez clair sur le fait que même si vous ne pouvez pas vous rapprocher directement de la personne que vous admirez, que vous voulez comme mentor, vous pouvez écouter ses écrits, ses vidéos, ses podcasts, les trucs qu'il a fait, qu'il a enregistrés ou écrits. Point suivant, si vous souhaitez une meilleure relation plus profonde, plus significative, demandez-vous qui a le type de relation que je recherche. Comment puis-je passer plus de temps avec cette personne?
Qui puis-je rencontrer qui pourrait m'influencer de manière positive? Laissez son influence déteindre sur vous. Devenez un ami avec la personne qui, à vos yeux, réussit le mieux dans votre domaine. Que lit-elle? Où déjeune-t-elle? Pourquoi peut-elle vous influencer? Inscrivez-vous à des réseaux ou à des associations de type Toastmaster ou autres organisations de ce genre. Trouvez les organisations caractéristiques, les chorales, les clubs où se réunissent ceux que vous souhaitez émuler. Ensuite, point suivant, trouvez-vous un compagnon d'excellence. Une autre façon de rencontrer des gens avec lesquels vous souhaitez établir une relation durable et de vous associer à quelqu'un qui sera aussi déterminé que vous à étudier et à se développer. Cette personne doit être quelqu'un en ce qui vous avez confiance. Quelqu'un qui n'aura pas peur de vous dire ce qu'il pense vraiment de vous, de vos habitudes et de votre performance. Il peut tout aussi bien agir d'un ami de longue date que quelqu'un qui vous connaît très peu. L'idée est de recevoir et de donner un avis extérieur objectif et honnête. Mon compagnon d'excellence actuel est mon bon ami Landon Taylor. Comme je l'ai déjà expliqué, nous nous appelons chaque vendredi pendant 30 minutes pour discuter de nos victoires, de nos défaites et de nos solutions et de nos trouvailles de la semaine, et pour nous dire où nous sommes de nos projets. Me savoir redevable envers Landon m'aide à rester d'autant plus compliqué pendant toute la semaine. Ça, c'est un truc assez intéressant. Il passe donc 30 minutes à discuter avec une autre personne de leur objectif pour pouvoir continuer à être motivé et à continuer. C'est très intéressant. C'est pas quelque chose que j'ai essayé de faire jusqu'à présent, mais c'est quelque chose que j'envisage sérieusement parce que c'est quelque chose de vraiment bien. Point suivant. Nul n'est pas trop bon pour avoir un mentor. Lors de mon interview avec Harvey Mackay, ce dernier m'a confié: me croyez-vous si je vous disais que j'ai eu 20 coachs? Un jour, m'apprendre à m'expliquer en public. Un pour m'apprendre à écrire. Un pour m'apprendre le sens de l'humour. Un pour m'apprendre les langues étrangères. Et ainsi de suite. J'ai toujours trouvé intéressant que les gens situés au plus haut de l'échelle, ceux qui réussissent vraiment, s'avèrent être ceux qui sont disposés à engager les meilleurs coachs et les meilleurs formateurs. Cela prouve qu'un tel investissement est payant. Ouais, si on a les moyens, hein. Mais effectivement, c'est le truc. Hein. Plus personnellement, moi je gagne d'argent et plus je dépense en fait dans des formations et tout parce que je suis assez de cet avis. Bon, après le truc pour pouvoir faire ça, avoir un coach sur les langues étrangères, s'améliorer en français, etc. Il faut quand même pas mal de moyens, quoi. Mais en tout cas, c'est juste, hein, il faut, si on a les moyens, il faut suivre ce principe, ça nous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Recrutez votre propre conseil consultatif, déterminé à devenir plus sage, plus stratégique, à fonctionner de manière plus efficace et à interagir plus intensément et plus souvent avec des leaders d'opinion. J'ai mis au point mon propre conseil consultatif. J'ai personnellement sélectionné une douzaine de personnes pour leur domaine d'expertise, leur capacité à penser de manière créative et par respect pour qui elles sont. Une fois par semaine, j'ai fait appel à plusieurs d'entre elles afin de solliciter leurs idées, discuter de certaines réflexions avec elles et de leur demander leur opinion. Depuis, j'ai mis ce processus au point, je peux vous assurer que j'en ai tiré de réels bénéfices, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Ok, alors, on n'est pas encore tout à fait à la fin, on va continuer parce qu'il n'y a plus trop. Hein. Le point suivant, c'est environnement, changer de panorama, changer de perspective. Lorsque je travaillais dans l'immobilier à l'est de la baie de San Francisco, la population que je croisais dans le cadre de ma vie et de mon activité professionnelle était très limitée. Je croisais toujours le même genre de personnes, opérant au même niveau. Je savais qu'il ne fallait trouver un autre cercle de relations en vue de prendre la direction que je m'étais fixée. J'ai commencé à me rendre de l'autre côté de la baie pour rejoindre Tiburon, l'un des lieux les plus riches et les plus beaux de la planète, dans la Marin County, au nord de San Francisco. Si vous êtes déjà allé à Monaco, vous aurez une idée de ce à quoi ça ressemble Tiburon, en beaucoup plus coquet. C'est un endroit spectaculaire. Je me rendais dans un délicieux restaurant de fruits de mer chez Sam, sous la jetée. La nourriture était merveilleuse, mais surtout le restaurant comptait les résidents les plus influents de la région. En plus d'aller déjeuner chez Sam pour étendre mon réseau de relations, je m'asseyais sur le jetée et j'observais les collines. J'étais fasciné par les maisons des demeures valant plusieurs millions de dollars accrochées aux falaises. L'une d'elles en particulier attirait toujours mon attention. Une maison bleue de 4 étages dotée d'un ascenseur et d'un paratonnerre sur le toit. Quelle est la maison idéale? Que me demandais-je à chaque fois? Si l'on me demandait l'une de ces maisons, laquelle choisirais-je? La réponse était toujours la même. La maison bleue, son emplacement était idéal et la vue magnifique, elle devenait de loin toutes les autres. Après, j'ai noté le point suivant. Je n'ai pas rencontré qui que ce soit qui a changé ma vie chez Sam, mais ce nouvel environnement a eu un réel impact sur moi. Admirer toutes ces maisons bordent
Les collines a motivé mon ambition et mes rêves. Je me suis mis à travailler d'arrache-pied pour concrétiser mes rêves et ils se sont réalisés. Ensuite, j'ai noté, votre cas abrite peut-être un rêve trop grand pour l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Parfois, il faut en sortir pour réussir à réaliser ce rêve. C'est exactement comme si vous plantiez une pousse de chêne dans un pot. Une fois que la pousse reprend racine, sa croissance est limitée. Il lui faut plus d'espace pour transformer en un beau chêne. Vous aussi. Ensuite, j'ai noté toutes les promesses non tenues dans les engagements et les accords non réalisés, ça votre potentiel en bloquant. Votre élan ayant imbibant votre capacité à aller de l'avant. Tous les travaux non bouclés vous rappellent vers le passé pour que vous y mettez un terme. Effectivement, il faut finir ces tâches. Si on ne finit pas nos tâches, ça va trotter dans la tête. Par ailleurs, lorsque vous créez un environnement prêt à soutenir vos objectifs, souvenez-vous que vous n'obtenez dans la vie que ce que vous tolérez. C'est vrai dans tous les domaines de la vie et surtout dans vos rapports avec votre famille, vos amis, vos collègues. Ce que vous avez décidé de tolérer se reflète également dans les situations et les circonstances de votre vie actuelle. En d'autres mots, la vie ne vous donne que ce que vous acceptez et ce dont vous croyez capable. Donc déjà, on sait, les croyances, il faut changer. Alors, ensuite, j'ai noté. Alors, quelques notes encore avant de terminer. Quand vous ouvrez une brèche et que vos concurrents ne répondent pas, c'est révélateur. Ils ne peuvent pas suivre et c'est à ce moment-là qu'il vous faut les dépasser. Totalement épuisé, luttant pour reprendre son souffle, les bras et les jambes coupés de fatigue, Lance continue pourtant à appuyer sur les pédales. Certains tentent de les attaquer mais n'y parviennent pas. Ensuite, j'ai mis les moments de vérité. Il arrive toujours un moment dans la course où un coureur rencontre son véritable adversaire et comprend que cet adversaire n'est autre que lui-même, écrit Lance dans son autobiographie. C'est dans mes pires moments à vélo que je suis le plus curieux et que je me demande à chaque fois comment je vais réagir. Vais-je découvrir des faiblesses enfouies ou vais-je puiser au plus profond de mes forces? Quand j'étais dans l'immobilier, je me retrouvais confronté à mes propres limites plusieurs fois par jour. Après avoir contacté des numéros de propriété qui m'étaient déjà plus en vente ou m'étaient fait rabrouer pour mon dernier prospect, j'étais tenté d'invoquer toutes sortes d'excuses pour ne pas avoir à passer d'appels de vente et de pouvoir retourner tranquillement au bureau. Quand je faisais le tour d'un quartier, par exemple, les chats me montraient les crocs où je me prenais une averse. J'appelais à l'heure où les gens étaient chez eux, entre 17h et 21h, et me faisaient souvent raccrocher au nez pour avoir interrompu leur dîner ou leur émission de télé préférée. J'aurais très bien pu faire une pause pour aller aux toilettes ou me chercher un verre d'eau. Mais au lieu d'abandonner, dès que je me trouvais confronté à des barrières mentales et émotionnelles, je me disais que mes concurrents devaient relever les mêmes défis. Je savais qu'en persistant, je gagnerais de l'avance sur eux. Ce sont là les moments déterminants du succès et du progrès. Ce n'est pas difficile ou douloureux tant qu'on reste avec le troupeau. Tant qu'on le garde la même allure sans tenter de le dépasser. Le plus important, c'est pas d'atteindre ses limites, mais de savoir passer outre. Donc là, pour les gens qui veulent passer outre, il y a un excellent livre, donc j'en ai parlé, c'était La règle du 10 fois de Grant Cardone. Non, ça met bien ce point-là en avant. Au lieu de continuer comme vous faites toujours, multiplier par 10 en fait. Et là, c'est clair que vous dépassez votre concurrent. Si vous êtes dans un truc où il y a moyen d'aider les gens et vous allez 10 fois plus vite que l'autre, forcément, c'est vous qui allez être le premier, quoi. Ensuite, comme le disait Jim Rohn, ne priez pas pour que les choses soient plus faciles. Priez pour être le meilleur que les autres. C'est lorsque vous atteignez vos limites en termes de discipline, de routine, de rythme et de régularité et que vous réussissez à franchir ces limites que vous faites place à un nouveau vous, plus puissant, plus triomphant, plus victorieux. Ensuite, j'ai noté, repensez à l'exemple du penny magique dont je vous ai parlé au chapitre 1, celui dont la valeur double chaque jour. Pour illustrer le pouvoir des petites actions cumulées, si vous faisiez doubler la valeur de ce penny, ce ne sera qu'une seule fois de plus par semaine pendant cette même période de 31 jours, la valeur cumulée du penny passera de 10 millions de dollars à 171 millions. Encore une fois, un tout petit effort supplémentaire. Multipliez les résultats. C'est ainsi un simple calcul mathématique. Vous considérez comme votre plus grand adversaire est l'une des meilleures façons de multiplier vos résultats. Allez bien au-delà de vos limites. Et pour les résultats encore plus exorbitants, allez au-delà de ce que les autres attendent de vous. Faites-en encore plus que ce qu'ils considèrent comme suffisant. Après, j'avais noté la suite, c'est aller au-delà des attentes. Oprah Winfrey est réputée pour dépasser de façon spectaculaire les attentes de ses spectateurs et téléspectateurs, en faisant preuve d'une générosité et d'une capacité à vivre et à travailler hors du commun. Vous souvenez-vous du lancement de la 19e saison de son émission en septembre 2004 ?
Dès qu'Oprah s'implique dans quelque chose, on sait que ça ne passera pas inaperçu. Mais ce jour-là, elle a époustouflé tout le monde. Ce lancement a fait là une des médias et des conversations du pays tout entier pendant des jours et des jours. Revenons en arrière. Les membres du public sélectionnés ce jour-là l'avaient été car leurs amis et leur famille avaient expliqué qu'ils avaient désespérément besoin d'une nouvelle voiture. Oprah a donc ouvert l'émission en appelant 11 personnes à la rejoindre sur le plateau. Et elle a offert à chacune d'elles une Pontiac G6 2005. Mais ce n'est pas tout. Contre toute attente, elle a ensuite distribué un paquet cadeau à chacun des membres du public en expliquant que l'un de ces paquets contenait la clé de la 12e voiture. Mais quand les spectateurs ont ouvert leur paquet, ils ont tous trouvé une clé. Oprah s'est alors écrié « Vous avez tous gagné une voiture. Vous avez tous gagné une voiture. » Donc ça, je l'ai noté parce que j'ai trouvé vraiment bluffant. Bon, alors après, la Oprah Winfrey, c'est quelqu'un qui est milliardaire. Hein. Elle a énormément d'argent. Mais par contre, elle a aussi une sacrée générosité. J'ai toujours pas lu son livre, j'aurais bien aimé le livre, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais quand même pour faire ça, pour offrir une voiture à tellement de personnes, je veux pas dire, mais c'est vraiment incroyable quoi, il faut vraiment le faire. Hein. Mais voilà, comme dit, elle est milliardaire, donc pour elle c'est beaucoup plus facile de faire un truc pareil. Mais en tout cas, c'est vraiment un exemple bluffant qui va faire forcément parler de vous. Après, est-ce que c'est rentable? C'est toujours le truc. Forcément, même si vous offrez une seule voiture, forcément, les gens vont parler de vous. Mais est-ce que après vous avez votre retour sur investissement? Apparemment, c'est le cas pour elle. Est-ce que ce sera le cas pour vous? C'est à voir. Hein. Ensuite, point suivant. Faites quelque chose d'inattendu. Je suis contradicteur par nature. Si vous me dites ce qui fait l'humanité, de ce que tout le monde aime et de tout ce que tout le monde fait, je m'empresserai de faire le contraire. J'aime aller au contre-courant. Pour moi, ce qui est populaire est moyen et banal. Et les choses banales donnent des résultats banals. Le restaurant le plus populaire est MC Donald, le McDonald's. Ouais, McDonald's. La boisson la plus populaire est Coca-Cola. La bière la plus populaire est Budweiser, etc. Consommez ces choses populaires et vous serez comme tout le monde. Il n'y a rien de mal à être ordinaire. Sauf que moi, je préfère être extraordinaire. Alors il dit, par exemple, tout le monde envoie des cartes vœux pour Noël. Mais puisque tout le monde le fait, ça n'a pas vraiment d'impact émotionnel à mon avis. Alors je préfère envoyer des cartes pour Pâques. Vous recevez souvent une carte pour Pâques? Exactement. Et plutôt que d'envoyer des cartes standards préimprimées, j'écris mes vœux personnels à la main pour exprimer à quel point je suis reconnaissant d'avoir ce lien avec les personnes en question et ce qu'elles représentent pour moi. L'effort est le même, mais l'impact est tout autre. Donc ça c'est tout à fait juste, hein. C'est un truc classique. Ne faites pas la même chose que tout ce que les autres font. Sinon vous vous retrouvez dans le truc encore un qui fait la même chose. Donc voilà, quand vous faites de la publicité, etc., si vous faites la même chose que les autres, les gens, c'est ça qu'ils disent. Ils disent encore un. Et ils passeront votre publicité et votre pub, vous gâchez l'argent bêtement. Il ne faut pas faire la même chose que les autres, il faut faire des choses différentes. Ensuite, quand j'étais agent immobilier, tous mes corons contactaient les propriétaires dont la propriété figurait encore sur la liste des maisons à vendu. Moi, je montais dans ma voiture et je me rendais jusqu'à chez eux en tenant un panneau vendu. Prenez-le, leur disais. Quand ils ouvraient la porte, vous en aurez besoin quand j'aurai vendu votre maison. Cela ne me revenait pas beaucoup plus cher qu'un plein d'essence, mais suffisait à décupler immédiatement mes chances d'obtenir ces clients. Maintenant, pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier, vous comprenez pourquoi il y a des gens qui mettent vendu par moment avec des images vendues. Ça vient de là, en fait. Hein. Du coup, ça n'a pas vraiment d'impact de reprendre des choses qui ont été faites par quelqu'un d'autre, parce que c'est trop connu. Mais à un moment où lui, il l'a fait, il y avait personne qui le faisait. C'est ça le point à retenir qui était intéressant. Ensuite, j'ai encore 2 points que j'ai notés, que je vais vous parler. Si je désire quelque chose, je m'assure de l'obtenir en déployant tous les moyens en ma possession. Je lance une campagne, pas de quartier. J'ai donc conseillé à Alex de se démener en attaquant par tous les angles possibles et sans relâche. Enquête sur tous les décideurs, lui ai-je dit. Trouve leur intérêt, leurs hobbies, les hobbies de leurs enfants, les hobbies de leurs femmes, de leurs maris, les hobbies de leurs voisins, etc. Envoie-leur des livres, des articles, des canaux et tout ce qui suit, à ton avis, c'est susceptible de leur plaire. Tu crois que c'est un peu trop? Oui, justement. Ils comprendront bien que tu leur passes de la pommade, mais ils apprécieront ta gigette et ta créativité. En tout cas, tu retiendras leur attention et te respecteront davantage. Donc là, c'était un truc où je crois que le gars, il cherchait un boulot. C'était le boulot soi-disant de ses rêves. Et donc, Darren, il lui a expliqué voilà, qu'il faut faire beaucoup plus que le voisin, ce qu'il n'a pas fait, le gars. Du coup, il ne l'a pas eu. Mais si il l'avait fait, il l'aurait sûrement eu, évidemment. Celui-là qui fait plus d'efforts, ça intéressera forcément plus le recruteur que celui-là qui fait le moins d'efforts possible. Hein, c'est assez logique. Mais la plupart des gens ne vont pas vouloir.
Bon, du coup, ils n'obtiendront pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent ce truc au lieu de croire que c'est possible de l'avoir. Ensuite, le dernier point que j'ai noté, c'est consacrer un tout petit peu plus de temps, d'énergie ou de réflexion à vos efforts ne se bornera pas à améliorer vos résultats. Cela les multipliera. Il en faut très peu pour être extraordinaire dans tous les aspects de votre vie. Cherchez les opportunités qui vous permettent de multiplier les résultats et d'aller un peu plus loin, de vous pousser un peu plus, de durer un peu plus longtemps, de vous préparer un peu mieux et d'en donner davantage. Dans quel domaine pouvez-vous faire mieux et plus que ce que l'on attend de vous? Faire quelque chose d'inattendu, trouver des occasions de surprendre et vos résultats se multiplieront dans vos proportions à une vitesse qui vous laisseront vous, mais aussi tous les autres, complètement baba. Donc voilà les notes que j'avais notées dans ce livre de Darren Hardy. C'est un très bon livre à lire, un livre qu'il faut lire et appliquer les choses, en tout cas une partie des choses, et voir, vous verrez après les résultats que ça donne pour vous et si ça vaut la peine de continuer ce qu'il dit ou pas. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous trouvez le livre en description, hein, je vous le donne le lien. Alors c'est un lien affilié, bon, je le mets pas pour l'histoire de la commission, c'est pas ça qui va changer ma vie, hein, la commission d'Amazon, ça sert à rien. Par contre, moi j'aime bien voir le nombre de gens qui vont cliquer, etc. Ça me permet en quelque sorte de me motiver, de me montrer, ah oui, bah ça marche, il y a des gens qui cliquent dessus. Mais par contre, financièrement, forcément, ça sert à rien. Pour vous, c'est pareil. Faire de Amazon, moi je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à Amazon, affiliation et tout. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo, parce que les gens le recherchent. Parce que je l'ai fait exprès parce que ça me permettait de gagner des vues. Mais autrement, c'est pas la solution pour pouvoir vivre. Faire des trucs à Amazon, ça sert à rien. De l'affiliation Amazon. Hein. Si vous voulez gagner de l'argent avec de l'affiliation, vendez des formations ou les challenges, comme ils disent actuellement. Attention, c'est exactement la même chose. C'est que du marketing, hein, challenge ou copywriting, on s'en fout. C'est des formations, ce sont des vidéos. Mais le truc, c'est là, vous aurez des vraies commissions qui sont plus intéressantes. Quand il y a un gars qui fait une formation à 1000 euros ou même 2000 euros, il y en a qui mettent à 2000 euros parce qu'ils ont entendu dans un certain livre que je ne vous ai pas encore parlé, qui s'appelle, je vous en parlerai plus tard, c'est un livre bleu, c'est expliqué qu'il faut doubler les prix. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de formations qui sont passées de 1000 à 2000, c'est parce que c'est plus rentable. Quoi qu'il en soit, si vous voulez gagner de l'argent avec l'affiliation, vaut mieux faire de l'affiliation, de formation ou autre et l'idéal c'est plutôt que c'est vous le créateur du système d'affiliation que d'être l'affilié. Mais sinon il vaut mieux faire voilà, des formations, des trucs comme ça que des liens Amazon, ce qui sert à rien. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça va aider au référencement, à partager, ça aide au référencement, ça aide aussi les gens qui sont intéressés. N'hésitez pas aussi à commenter si vous l'avez lu notamment, qu'est-ce que vous pensez du livre, qu'est-ce que vous pensez de Darren Hardy, si vous avez lu, écouté des audios, etc. N'hésitez pas à en parler en commentaire, c'est toujours sympa. Allez, bye bye, c'était Sébastien Kennel.